Bonsoir et merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Alors, on a déjà eu une première conférence il y a 2 mois sur la constitution en médecine chinoise, et là ça va être la deuxième. Donc cette fois-ci on va parler de l'esprit et des émotions en médecine chinoise. Donc je vais faire une présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Johan Bierling, j'ai grandi dans cette ville à Mulhouse et j'ai fait mes études en Chine. Donc j'étais pendant 6 ans en Chine où j'ai appris la médecine chinoise à l'université. Ça fait 1 an que je suis à Mulhouse et que je pratique ici. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire déjà une présentation de certaines notions de médecine chinoise. J'imagine que certains qui ont déjà assisté à la conférence ou au stage ou qui s'intéressent tout simplement à la médecine chinoise ont déjà certaines notions, mais on va quand même revoir pour les autres. On va aussi parler donc du lien, de la compréhension globale de l'esprit en médecine chinoise et comment travailler dessus. Ensuite, on va parler des émotions, car c'est souvent les émotions qui vont engendrer des maladies et c'est là où on va travailler souvent sur les émotions. Puis ensuite on parlera des maladies psychiques et de leurs causes, de leurs mécanismes, pourquoi on a ces maladies et surtout à la fin comment réguler ces problèmes et quels outils utiliser pour traiter ces maladies et pour aller mieux tout simplement dans son équilibre psychique. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer donc à la première page, la présentation de l'esprit. Donc, tout d'abord une notion assez globale, c'est le Jingqi. Alors le Jingqi, c'est une notion qui n'est pas seulement, qui ne provient pas seulement de la médecine chinoise, c'est une notion assez globale dans la culture chinoise. Et ça fait référence à une matière subtile de base qui est de l'ensemble de l'univers à cette matière de base. Okay, donc c'est quelque chose de vraiment très global et d'assez subtil, d'assez abstrait en fait. Okay, et c'est une notion qui donc tout l'ensemble des choses de l'univers sont faites à base de Jingqi. Et les lois qui régissent cette matière, ce sont les lois du Dao. Okay, donc je pense que c'est des notions que vous avez déjà entendu parler. Sachant que le Jingqi se transforme en permanence. Hein. Il y a toujours une notion de transformation en culture chinoise, en médecine chinoise. Et on va étudier en fait plus comment les choses évoluent et se transforment plutôt que sont les choses. Okay, c'est à ça qu'on va s'attacher. Donc ensuite, le Jingqi déconstitue 2 choses, le Jing, le Qi. En chinois, c'est assez spécial, on peut avoir 2 caractères qui mis ensemble veulent dire à la fois cela et cela, ou cela ou cela, ou voilà, ou entre les deux. Et ça peut vouloir dire tout en même temps. Donc le Jingqi, c'est le Jing et le Qi, ou le Jing et le Qi, etc. Donc ça peut être à la fois donc, le Jing qui est l'essence, on parle aussi souvent d'essence. Donc ça c'est une théorie, c'est un vocabulaire plus propre à la médecine chinoise qui fait référence à une matière stockée, alors qui est stockée dans... où? Quelqu'un sait? L'essence? Dans le? Ouais, le foyer inférieur, donc quel organe? Les reins, voilà. Hein. C'est quelque chose qui est stocké dans les reins. C'est une base en fait de tout l'ensemble des fonctionnements, des fonctions de l'énergie du corps. Okay, cette essence, elle ne peut pas être utilisée directement. Il faut qu'elle soit transformée pour produire ce qu'on appelle le qi ou les liquides ou le yang. Okay, donc c'est quelque chose qu'on a à la fois à la naissance, donc qui est transmis de nos parents à nous. C'est ce qu'on appelle le Xiantian Zhijing, donc le Jing l'essence du ciel antérieur, qui fait référence à l'inné. Et on parle aussi de Haotian Zhijing, de l'essence du ciel postérieur, qui lui fait plutôt référence au fait de nourrir l'essence au fur et à mesure de la vie,
pour éviter son épuisement en fait. Donc voilà. C'est aussi l'essence, le fait que l'on perde de l'essence au fur et à mesure de la vie qui va faire le vieillissement. Donc des signes de déficience de l'essence des reins, ça va être par exemple la chute des cheveux ou des problèmes de vision ou des choses comme ça. Okay. Le chi, qu'est-ce que c'est le chi? Les personnes qui étaient au stage ou à la conférence? C'est l'énergie, mais pas vraiment. Enfin, c'est plus complexe. Ouais, plus que l'énergie. L'énergie et les fonctions du corps. Hein. Il y a une notion à la fois d'énergie et de fonction. Ça veut dire aussi que l'énergie peut servir à la fonction. On va utiliser de l'énergie pour avoir certaines fonctions, comme par exemple la fonction de la rate qui est de transformer quoi? Transformer le oui, il peut produire le Jingxi, on peut dire, mais il transforme les aliments, par exemple. Il va transformer les aliments et l'humidité, ce genre de choses. Donc, quand on parle, par exemple, du Qi de la rate, on peut parler aussi de la fonction de la rate. Okay, mais on peut aussi parler de l'énergie, en fait. De l'énergie qui sert à la base à la rate pour avoir sa fonction. Ça va? Ça, c'est clair? Ok. Le Qi peut être à la fois considéré comme matériel ou immatériel, hein, ça c'est la pensée chinoise, hein, toujours un peu ambigu. C'est-à-dire que par rapport au Jing qui est vraiment matériel, on va le considérer comme immatériel, on va le considérer plutôt comme de l'énergie, comme quelque chose d'abstrait. Mais à la fois, on peut le considérer comme un matériel qui peut être en déficience. On peut en avoir pas assez ou avoir trop de Qi. Ok ? Donc on peut, si on n'a pas assez de Qi, on peut tonifier le Qi. Si on a trop, on peut le drainer, etc. Et il est en mouvement permanent, donc toujours cette idée de mouvement, et il circule dans quoi? Quelqu'un a une idée? Le Qi? Dans les méridiens. Le Qi circule dans les méridiens. Le Qi et le sang circulent dans les méridiens. Et donc c'est le fait qu'il soit en mouvement qui le fait fonctionner. Ok. On dit souvent en chinois je n'ai plus de li qi. Le qi, donc le li c'est la force et le qi c'est l'énergie, hein, l'énergie, la fonction. Donc quand on dit je n'ai plus de force, je suis crevé, je suis fatigué, ça veut dire ça, je n'ai plus de force et de qi. Ok. Ensuite le shen, il y a deux notions différentes. Donc le premier sens, c'est un sens global, un sens large, qui fait référence à toutes les manifestations de la vie, les phénomènes observables. Okay, donc là, c'est en opposé plus ou moins avec le Jingqi, qui lui est plus matériel. Le Shen, ça va être quelque chose qui va mettre en mouvement, qui va voilà, donner de la vie, donner du mouvement. C'est ça le Shen. Ensuite, le deuxième sens, un sens plus restreint, ça fait référence à l'esprit. Donc l'esprit qui est aussi lié au Jing et au Qi, et qui lui est encore plus immatériel, on va dire. Si on fait une échelle dans le fait d'être matériel, ça va être l'essence qui est le plus matériel, qui est la base matérielle de l'ensemble des fonctions du corps. On va avoir le Qi qui est plus l'énergie, les fonctions, et on va avoir le Shen qui est vraiment l'esprit et la régulation de toutes ces fonctions. Ok ? Alors c'est pour ça aussi que l'esprit est très important. D'ailleurs, le cœur gouverne quoi? Une petite révision? L'esprit, tout simplement. Et donc on dit que le cœur c'est le monarque du corps. C'est le monarque du corps, c'est celui qui domine un peu l'ensemble du corps, qui le fait marcher. Okay, qui donne les ordres au reste pour que ça marche bien. Donc d'où l'importance de réguler l'esprit, et on verra tout à l'heure que le fait d'avoir un esprit qui n'est pas très bien régulé, ça peut amener beaucoup de problèmes. Alors, donc, on a vu l'essence, le Qi et le Shen, donc l'esprit.
Maintenant, on va voir les liens avec les organes. Alors, les organes, en médecine chinoise, c'est le cœur fonctionnel de l'ensemble du corps. Okay, quand on va traiter les maladies, on va traiter les maladies des organes. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter... ah oui, les organes, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Encore... Ça ne correspond pas forcément aux organes anatomiques. Anatomiques. Ouais. Alors, ça serait plutôt des... C'est la fonction. Ouais, des fonctions, voilà. C'est des systèmes fonctionnels, en fait. Si on a divisé les différentes fonctions que le corps a, donc l'ensemble du corps, l'ensemble des cellules, hein, et on a dit, bon, ça c'est la rate, ça c'est le foie, ça c'est le cœur. Okay, par exemple, le cœur, il va gouverner l'esprit, la rate, elle va gouverner la transformation des matières, etc. Le foie, c'est lui qui régule les émotions. Voilà, chacun a son rôle. Donc ce n'est pas l'organe anatomique, il faut faire attention. Et les autres parties du corps, comme les os, comme la peau, comme les yeux, vont être liées à ces organes. Donc quand on a des problèmes aux yeux, on ne va pas traiter les yeux, on va traiter le foie ou les reins qui sont liés aux yeux. Ok? Donc c'est ça, c'est eux qui amènent les maladies et c'est eux qu'on va traiter pour guérir les maladies. Donc les organes étant le cœur fonctionnel du corps, ils sont en lien étroit avec l'esprit qui lui donc va diriger un peu plus ou moins le corps, sachant que les liens les plus proches sont avec le cœur et le foie. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le cœur gouverne l'esprit et le foie il régule les émotions. Ok ? Sachant que les autres organes vont aussi influencer bien sûr les esprits et que on est toujours dans une dynamique globale. Hein. Chaque mouvement est en dépendance avec l'autre, on n'a pas de montée sans descente, on n'a pas d'extérieur sans intérieur, voilà. Donc c'est toujours... mais en général, voilà, les problèmes liés à l'esprit, ça va être plutôt lié au cœur et au foie. Donc, le cœur gouverne l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle du cœur, on parle aussi de l'orifice du cœur ou alors de l'orifice clair, qui s'appelle Qingtia. Donc ça, c'est l'orifice clair. Alors c'est une notion évidemment un peu abstraite, un peu imagée, comme très souvent en médecine chinoise. Cet orifice clair, il va en fait représenter la clarté de l'esprit. Et quand cet orifice est bouché, ou quand il y a quelque chose qui perturbe cet orifice clair, on va avoir un esprit qui n'est pas clair. Okay ? Un esprit confus ou un problème d'état confusionnel, etc. D'un état de conscience, par exemple. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui, je vous écoute. Si on a fait un infarctus et qu'on est tout à fait conscient, alors je n'avais pas d'esprit confus. Oui. Alors, vous parlez d'orifice clair. Oui. Bon, je n'ai pas été confuse du tout, j'étais consciente. Oui, mais comme je disais, attention, quand on parle du cœur, en médecine chinoise, ça ne fait pas l'organe anatomique. Hein. Faut vraiment faire attention à ça. On a souvent tendance à revenir, à faire les liens tout le temps là-dessus. Voilà, c'est une fonction, c'est un système fonctionnel. Hein. C'est un système fonctionnel qui est lié à différentes choses, qui a des fonctions particulières, mais le cœur, il se retrouve dans toutes les cellules du corps. Et la rate, elle se retrouve dans toutes les cellules du corps, etc. Hein. Ouais. Si on a un problème avec un organe, il ne faut pas le considérer comme tel. Surtout pas. Surtout pas. Et par exemple, je vais donner un exemple simple. Souvent, les maladies du foie, donc les hépatites par exemple, on va avoir des problèmes comme des nausées ou des diarrhées ou des jaunisse par exemple. Et ça, ce sont des problèmes qui sont souvent liés à la déficience de la rate ou à l'humidité. Enfin, c'est des problèmes qui sont liés à la rate et l'estomac, en médecine chinoise. Hein. D'accord ? Donc on a un problème de rate estomac en médecine chinoise et on a une hépatite en médecine occidentale. Ok ? On peut avoir des choses comme ça. Le cœur et le foie sont très liés au système nerveux. Ok ? Donc le cœur particulièrement au système nerveux central, qui lui gère la conscience, etc. Le foie aussi, tout ce qui est système hormonal. Hein.
est lié à ça. Mais il ne faut pas faire non plus d'équivalence. On ne va pas dire « Ah, c'est un problème nerveux, c'est forcément le foie ». Il faut faire attention, on essaie de voir d'une manière globale. Est-ce que ce sont les fonctions du foie qui sont lésées ou est-ce que ce sont les fonctions de la rate qui sont lésées? Et on va voir en fonction de ça, okay, en fonction du tableau global. Ça marche? Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à n'importe quel moment. Hein. J'espère qu'il y aura le plus de questions possible. Oui, donc c'est pour ça que ce sont différentes manières de voir les choses et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc, oui, José. On n'est plus. Bon, généreux. Ok. Alors. Je crois que c'est le dernier. Désolé. Ok, alors. Bon. Okay. Alors. Donc on parlait de la conscience, de la mémoire, de l'attention. Hein. Ça peut. Donc quand on a des problèmes de conscience, de mémoire ou d'attention, on peut penser au cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le cœur et avec l'orifice clair? Souvent, ce sont des questions en fait de glaire. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'est les glaires? Non? Quelqu'un qui était à la conférence? Ce sont des sécrétions. Oui, c'est l'humidité en plus condensée. Hein. L'humidité en plus condensée. L'humidité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'a pas été métabolisé par le corps. Voilà, ce sont les déchets du corps qui n'ont pas été métabolisés. On a un très bon élève ici, bravo. Hein? Oui, oui. Ok, donc les glaires, comme je disais, on a déjà parlé. L'humidité, ce sont les déchets qui ne sont pas métabolisés par le corps et qui stagnent dans le corps. Ok? Donc c'est souvent des choses un peu, on les imagine un peu grasses, un peu collantes, voilà, des choses un peu comme ça. Ok? Les glaires, ce sont l'humidité condensée. Donc ça peut autant être des glaires physiques, donc les glaires qu'on tousse, autant ça peut être des choses totalement abstraites. Donc par exemple l'épilepsie, c'est souvent lié aux glaires, mais on n'a pas trouvé a priori de glaires dans le cerveau jusqu'à présent. Donc voilà, donc c'est souvent les glaires qui vont déranger, qui vont boucher cet orifice clair. Ça va être aussi le feu ou la chaleur. Et aussi, mais un peu moins souvent, on va dire, les stases de sang. Ce sont les stases de sang, c'est-à-dire le sang qui ne circule pas. Ouais, les stases de sang. Le sang qui bloque, voilà. Alors, donc ça c'est le cœur. Le cœur, il gouverne l'esprit, on a vu, il gouverne aussi le sang. On va le voir tout à l'heure, le sang est aussi lié à la fonction de l'esprit. Il y a des liens assez forts. Pour que le cœur marche bien, il a besoin de son yang. Le yang, c'est la chaleur, c'est l'énergie, c'est les fonctions. Okay? Le yang par rapport au chi, il y a une notion de chaleur en plus. Okay? Le yang, c'est un peu comme le chi, mais avec en plus de la chaleur. Le cœur a besoin de son yang pour bien marcher. Alors, bien marcher, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on a un yang qui est trop fort, qui est excessif, donc c'est-à-dire qu'on a de la chaleur, on est par exemple plutôt excité ou plutôt joyeux. Donc excité, ce serait plutôt négatif, mais joyeux, plutôt positif. Quand le yang du cœur est déficient, le cœur qui doit normalement propulser le sang et propulser la joie ou l'excitation des émotions, trop faible, donc on a une inhibition, une tristesse. Okay? Ça c'est lié au yang du cœur. D'accord? Donc une dualité d'excès ou de trop ou de pas assez. Ça marche? Le sommeil est souvent lié aux fonctions du cœur, donc souvent quand on a par exemple de la chaleur dans le cœur, la chaleur forcément ça va déranger l'esprit et donc provoquer de l'insomnie. Donc l'insomnie c'est souvent lié à une question de chaleur. Pas toujours mais souvent. Ensuite, le foie. Le foie lui, il va... Qu'est-ce qu'il fait le foie? Mes petits stagiaires. Hein? Quelqu'un? Le foie,
Pardon? Il gère les émotions, il régule les émotions. Comment il le fait? Il régule en fait la circulation du chi. Okay, il régule la circulation du chi et le fait de réguler la circulation du chi, ça va permettre de réguler les émotions. D'accord? On verra tout à l'heure que c'est très lié. Donc, comme il draine le chi, on peut avoir pareil, soit un excès, soit un manque. Si on a un excès de drainage du chi, donc du drainage des émotions, on va par exemple avoir une irritabilité, une tendance à aller trop fort dans les émotions. Okay? Si au contraire, le drainage du chi n'est pas assez fort et qu'on a une congestion du chi du foie, là ce seront plutôt des émotions vers l'intérieur, des émotions inhibées, des émotions où on n'ose pas dire, où on est triste, voilà. Ce sera plutôt ça. Donc le cœur, lui, c'est le yang qui est assez fort ou pas assez fort, enfin, qui est excessif ou pas. Quand il est excessif, ça va être de l'excitation, de la joie. Quand il n'est pas assez fort, ça va être de l'inhibition, de la tristesse. Le foie, lui, ça va être une question de drainage du chi, donc de circulation du chi, soit trop drainé, trop faire circuler, soit pas assez. Trop, donc ça va être de la colère par exemple, alors que pas assez, ça va plutôt être de la tristesse ou de la peur. Ok? On continue. Donc il y a beaucoup de liens entre le foie et le stress. Hein. Souvent, c'est très lié, on verra ça encore après. Le sang. Donc, je vous disais aussi que le sang est lié aux émotions. Qui est-ce qui gouverne le sang? Le cœur. Ouais, très bien. Le cœur gouverne le sang. Le sang nourrit l'esprit. Donc, je vous parlais tout à l'heure des insomnies qui sont souvent liées à un problème de quoi? Des chaleurs, ok. Il y a une autre forme aussi, qui en plus peut être en conjonction avec la chaleur, c'est une déficience de sang, donc un manque de sang. Un manque de sang, c'est-à-dire une manque d'irrigation du cœur, donc de l'esprit. On peut envisager que ce soit un manque d'irrigation du système nerveux central, mais bon, encore, il faut faire attention à ce genre de notions. Et donc, on peut avoir des insomnies ou des palpitations, ce genre de choses. Sachant que le sang est de nature yin, quand on a une déficience de yin, on peut avoir un excès de yang, donc de froid ou de chaleur, et donc cette chaleur peut aussi déranger l'esprit, donc on peut avoir les deux, hein. C'est pas contradictoire, au contraire. Ok, donc le cœur, il gouverne le sang. Le foie, lui, il est de corps yin, de fonction yang, c'est-à-dire qu'il stocke le sang. Le foie va stocker le sang et va utiliser le sang pour bien fonctionner. D'accord? Il est donc de corps yin. Donc le yin ici fait référence au sang. Hein? Dans yin, c'est une notion de tout ce qui est liquide, de tout ce qui est eau, de tout ce qui est froid, etc., qui ne bouge pas. Dont par exemple les liquides du corps, ce qu'on appelle les liquides organiques. Et dont par exemple le sang, qui est aussi un liquide. Okay? Donc ils font partie du yin. On dit que le foie est de corps yin, c'est-à-dire qu'il a pour base le sang. De fonction yang, pourquoi? Parce qu'il draine le chi. Le chi qui lui est de nature yang. Ok? Donc il stocke le sang, il a pour base le sang, et il draine le chi qui est de nature yang. Ça marche? Ok. Je répète une troisième fois? Non? Ça va? Ok. Ok. Ensuite, on disait tout à l'heure que le shen est immatériel. Par rapport à quoi qui est matériel? Les sens. Ouais, très bien. Il est bien sûr donc de nature yang, parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait bouger, qui met en vie. Et il loge dans le foyer supérieur. Donc on a dit que c'est le cœur qui gouverne l'esprit. Hein. Le shen, l'esprit. Hein. Tout le monde est clair là-dessus. C'est la deuxième page. Les relations avec le jing. Le jing, lui, donc il est matériel, on a dit tout à l'heure. Il est de nature yin. Et lui, il loge dans le foyer inférieur. Dans quel organe? Qu'est-ce qui stocke les reins. Ouais, ok, parfait. Donc il y a une relation entre le cœur en haut et les reins en bas. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de montée sans descente, hein, il n'y a pas d'extérieur sans intérieur, etc. Donc l'esprit
a besoin d'une base matérielle qui est l'essence, et l'essence en soi ne serait comment dire, vide de vie, vide d'énergie s'il n'avait pas le chêne pour l'esprit pour le réguler. Ok, ça marche? Donc il y a une relation entre les deux. C'est aussi la relation du feu et de l'eau. Hein. Si on a un excès de feu, on a une déficience d'eau, etc. Hein. Donc quand l'un a une déficience, l'autre est en excès. Ok. On parle aussi souvent des Wuzang Shen, des 5 organes esprits, car chaque organe est lié à une partie de l'esprit, on va dire. Par exemple, le foie gouverne le Hun qui fait assez référence à tout ce qui est l'âme, l'inconscient. En général, par exemple, quand on a un problème de manque de stockage du Hun, ça va être des cauchemars sans arrêt ou plein de rêves ou du somnambulisme. Ça, c'est un manque de stockage du Hun. Okay. Et donc, c'est un problème de quel organe? Du foie. Du foie. Ouais, le Hun. Ensuite, donc le cœur gouverne l'esprit, ça on en a parlé tout à l'heure. Là, l'esprit, c'est une partie, hein, c'est une partie seulement de l'esprit global. Okay, donc on a encore un autre niveau dans l'esprit, on avait déjà deux tout à l'heure. On a un troisième maintenant, c'est que le cœur, dans les Wuzang Shen, dans les 5 organes esprits, il y a une partie de l'esprit qu'on a découpée, qui est plutôt la conscience. Okay, donc ça c'est le cœur. Ensuite, la rate gouverne le yi qui est l'intention, le fait aussi plus ou moins de réagir aux choses extérieures, c'est souvent lié à ça. Et par exemple, quand on a une déficience de la rate ou un excès d'humilité qui bloque la rate, on peut avoir des problèmes au niveau de l'intention. Donc, pas d'envie d'avancer, envie de rien faire, fatigué, les membres tombants, etc. Ça peut être une déficience de rate. Ou alors des glaires et de l'humidité qui bloquent la rate et donc empêchent d'avoir des envies, etc. Ça, on le voit souvent dans la dépression, qui est très liée à la rate, qui est très liée aux glaires. Okay, les glaires, on en parlait tout à l'heure. Ça marche? Je dois revenir sur les glaires ou c'est... Non, c'est bon? Qu'est-ce que c'est les glaires? Ouais. On va voir encore après. Hein. Je vais en parler. Il y aura un chapitre sur chaque maladie, donc on pourra en parler plus en profondeur. Ensuite, le poumon, lui, il gouverne le po. Le po, ça c'est l'esprit inné, l'esprit un peu animal, les réflexes plus ou moins. Ouais, ça va? Ça c'est lié au poumon. Les reins, eux, ils gouvernent le zhi. Le zhi, c'est la volonté. C'est le fait d'avoir une intention, mais dans le long terme. Hein. Okay, et souvent, des gens qui ont des déficiences des reins manquent de volonté et ont tendance à changer d'avis souvent ou à changer de carrière souvent ou changer de... voilà. Ok. Donc voilà, on a vu brièvement donc, ce que c'était le jing, l'essence, ce que c'était le qi, ce que c'était le shen, donc les deux sens différents, et le troisième qu'on a vu après. Et on a vu les liens avec les organes, donc surtout, lesquels deux organes? Le cœur et le foie. Le cœur et le foie. Ok. On a vu aussi que c'était lié au sang, sachant que je vais quand même le signaler, le sang, c'est pas seulement le sang qui coule dans les artères. C'est une notion, pareil, c'est une notion un peu plus globale que ça, dont certaines autres notions, et dont par exemple tout ce qui est un peu nerveux. Ok. Donc là, c'est plutôt au niveau du foie hein, qu'on est. Ça marche? Donc c'est pas seulement le sang qui coule dans les veines. Ok. Voilà. Ensuite, on va parler des émotions. Alors, les émotions, c'est quelque chose de très important. Parce que les émotions, et surtout les excès émotionnels, vont apporter des maladies. Et que c'est souvent en régulant les émotions qu'on va pouvoir réguler l'état de la personne. Okay, sachant qu'en général, on travaille
pas directement sur les émotions, mais on travaille sur les organes qui sont liés aux émotions, ok? Ou alors on travaille sur la circulation du qi qui est liée aux émotions. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc les émotions en médecine chinoise, il y en a 5 ou 7 selon les catégorisations. C'est soit la joie, la colère, la pensée, la tristesse et la peur. Et on peut rajouter aussi la mélancolie et la surprise. Donc ça, ce sont des notions qui sont très vieilles, qui datent du Huang Dinei-Jing, le classique de l'Empereur jaune. Pour ceux qui ont assisté à la première conférence, j'avais parlé du classique de l'Empereur jaune, qui est notre Bible de la médecine chinoise, donc les bases théoriques. Donc voilà, on retrouve ces 5 émotions, ou ces 7 émotions. J'ai fait un petit rapprochement assez intéressant. Les émotions de base de Ekman. Ekman, c'est un psychologue très important de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui a travaillé sur les émotions, et qui a pris comme émotion de base 6 émotions, donc la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Alors, il y a eu des dizaines de classifications différentes des émotions en psychologie moderne. Et ça, c'est la classification qui est la plus utilisée dans toutes les recherches de psychologie en ce moment. Donc c'est quelque chose qu'on a pris comme base pour toutes les recherches, pour toutes les débats, les conférences, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quasiment les mêmes que 2000 ans plus tôt, voilà, en médecine chinoise. Donc il y a une cohérence assez... J'imagine que Ekman n'avait pas vraiment connaissance des émotions de médecine chinoise, surtout à cette époque-là où il y avait assez peu de connaissances sur la médecine chinoise. Et c'est assez étonnant qu'on en arrive finalement au même point. Monsieur Ekman est de quelle nationalité? Ah oui, il est américain. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il est américain d'origine, mais il a évolué aux États-Unis. C'est possible. Tu dis justement, il me semble que la base de son truc-là, alors c'est peut-être pour ça que ça correspond, c'est assez rigolo, c'est qu'il a fait des travaux, il me semble, dans toutes les tribus pour voir si tous les êtres humains avaient les mêmes émotions. Oui. Donc c'est assez marrant que justement la médecine chinoise, 2000 ans avant, avait déjà... Oui, c'est ça. Et que c'est vraiment, il y a vraiment des dizaines de classifications différentes depuis les années 60, 50 ou 60 jusqu'aux années 90, et que c'est celle-là qu'on retient pour toutes les recherches. C'est celle qu'on trouve la plus globale donc pour le monde entier, la plus claire, la plus... voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis le rapprochement. Ensuite, donc, les 5 émotions. Pardon ? La mélancolie et la surprise, les 2 autres. Tout est noté sur le polycopier. Hein. En fait, il manque une feuille. Ah oui, certains, oui. J'en ai 5 ou 6 polycopiés où il manque les émotions. Le reste doit y être. Désolé. Bon, si jamais, de toute façon, ces documents seront mis sur Internet après la conférence. Donc vous pourrez toujours les télécharger sans problème sur le site. Ça va ? Ok, on va parler des 5 mouvements. Alors, les 5 mouvements. Est-ce que quelqu'un se souvient de la première conférence ? On avait parlé brièvement des 5 mouvements ? Ok, on va en parler. Les 5 mouvements ou les 5 éléments, on parle souvent des 5 éléments, mais je préfère parler des 5 mouvements. Ce sont le feu, le bois, la terre, le métal et l'eau, qui font en fait référence à une manière des objets de l'univers de bouger, de se transformer, de se développer. Donc le bois, par exemple, qui est le premier mouvement, ça a une notion de naissance, d'élévation, de développement. Okay ? Le feu, ça va plutôt être une notion de quelque chose d'excessif, de plénitude, de fort, alors que la terre, ça va être une notion de transformation. Le métal, ça va être celui qui calme, qui redescend, qui regroupe. Et l'eau, celui qui stocke, qui attend, plus ou moins. Ok ? Et donc ces 5 mouvements font référence à ça. Donc selon la classification des 5 mouvements, pratiquement tout ce qui existe sur Terre peuvent être regroupés selon les 5 mouvements. Et par exemple, la joie,
elle, est liée au feu. Ok? Donc la joie, c'est une émotion qui est plutôt de nature émergente. Émergente, ça veut dire qu'il va vers l'extérieur. Okay? Immergente, c'est ce qui va vers l'intérieur. Donc la joie, c'est une émotion émergente qui va provoquer une excitation, une émotion intense. C'est une émotion qui se communique beaucoup, donc qui va vers l'extérieur, d'où l'idée d'émergence. Et c'est beaucoup lié aussi à l'amour, et donc qui est lié à la communication aussi avec les autres. Hein? La colère, elle va plutôt être liée avec le bois, donc avec l'élévation. C'est pour ça qu'on peut avoir par exemple des montées de colère, donc être rouge de colère. Ça, c'est le feu du foie qui remonte vers la tête, vers le haut du corps. Ok. Ensuite, il y a une notion d'action et de mouvement. Quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui va faire des choses, qui va soit se bagarrer, soit faire quelque chose. Soit gueuler, crier, etc. La pensée, alors la pensée, c'est une émotion. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'on me raconte? En fait, il y a plusieurs interprétations du caractère. Il s'agit du caractère S. Ce qui veut faire référence à la pensée, mais aussi à la rumination, à la mélancolie. Voilà, quelque chose de plus négatif. On a tendance en général à plutôt le traduire de cette manière-là, à plutôt aller vers ça, parce que ça fait plus référence à une émotion. Donc on est plus à l'aise. La mélancolie, c'est une émotion, ça va, on est tranquille. Maintenant, je préfère, moi, le traduire par la pensée. Pourquoi? Alors, deux raisons différentes. La première, c'est que dans les émotions, il y a toujours une notion de positif et de négatif. Chaque émotion n'est pas négative en soi, ça va dépendre de son excès ou de trop ou pas assez. Ok? Donc, je préfère éviter le fait d'aller tout de suite vers quelque chose de négatif et aller vers la pensée qui peut être soit positive, soit négative, selon la manière dont on l'utilise. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est-à-dire que la pensée est liée à la rate, qui est la terre. La terre, c'est ce qui transforme. Okay? Et donc, là, on verra que la pensée est souvent un pivot des émotions. C'est la pensée qui va nous permettre de passer d'une émotion à l'autre. Okay? Souvent, le fait d'être en colère, par exemple, le fait de réfléchir à quelque chose, ça va peut-être nous faire voir quelque chose une interprétation plus personnelle du problème. Par exemple, si on met le problème sur quelqu'un, on va plutôt être en colère. Si on rapproche l'interprétation sur nous-mêmes, ça va être plutôt de la tristesse, par exemple. Donc il peut y avoir ce lien de pivot en fait dans la pensée. Et ça, pareil, en psychologie moderne, c'est très utilisé. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, sur les liens entre la pensée et les émotions. Et ils ont remarqué qu'on ne peut pas différencier, qu'on ne peut pas dissocier la pensée et les émotions. Il n'y a pas de différenciation nette, autant que ça soit au niveau anatomique, donc dans les cycles de neurones, autant que ça soit dans l'expérimentation, on va dire, avec des gens et avec des expériences. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre la pensée dans les émotions. C'est parce qu'il n'y a pas de différenciation directe entre la pensée et les émotions. La pensée va influencer les émotions, mais les émotions vont influencer la pensée aussi. Ok? Ça marche? C'est-à-dire que c'est elle qui régule pratiquement tout à ce moment-là, la pensée. C'est-à-dire la joie, la tristesse, oui. La colère, la mélancolie. Oui. Donc, tout est lié à la pensée finalement. Oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans ce qu'on appelle les théories cognitivo-comportementales, donc c'est une forme de psychothérapie qui est très à la mode, donc qui vient des États-Unis et qui est en train de se développer comme pas possible, on travaille sur les cognitions pour réguler les émotions. Donc c'est-à-dire que par exemple on va travailler avec un dépressif qui a des idées, le monde est noir, il n'y a pas d'avenir possible,
il y a, je suis un raté. Ça va être des cognitions qui vont amener un sentiment, une émotion de tristesse. Okay, et le fait de travailler, de remettre en question ces idées, ces cognitions, ça va permettre de travailler sur les émotions et de les transformer. Okay, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Et de même, l'inverse, hein. Les émotions peuvent aussi influencer les pensées. C'est-à-dire que dans un état très joyeux, on va avoir tendance à avoir des idées plutôt positives. Par exemple, certains ont fait des recherches dans un mariage. Si on donne des idées neutres à quelqu'un, il va tendance à avoir les interpréter de manière positive, plus que quelqu'un qui a un enterrement. Okay, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi l'autre côté, hein. Il y a les deux côtés. Ok, ensuite... oui. Est-ce qu'il peut dans ce cas-là, enfin au niveau justement de la thérapie et tout ça, avoir des excès de pensée? Bien sûr, ouais. Les excès de pensée, donc là dans ce cas-là on est dans la rumination. Oui, trop dans l'excès de pensée quoi. Ouais. Et du coup on peut travailler là-dessus, là ça fera peut-être référence à un problème de rate. Donc ça sera peut-être la congestion au niveau du foyer moyen, donc au niveau de la rate de l'estomac. Voilà, après il faudra voir au cas par cas, mais c'est un raisonnement possible. La tristesse, elle est liée au métal. Le métal, c'est celui qui tue, qui abaisse, qui inhibe. C'est l'automne, là où les feuilles tombent. Donc lui, il calme, il inhibe, il clarifie. On parle souvent d'une ambiance morte quand c'est une ambiance qui est très triste. Donc ça, c'est pareil, une idée de métal quoi, là-dedans. Ok ? Ça, c'est lié aux poumons. Ah oui, j'ai pas noté les liens avec les différents organes. Ah, mais on les a plus bas. On a ensuite la peur et l'immersion. La peur, c'est une émotion qui nous ramène vers l'intérieur, vers le passé. Okay, on a souvent peur du monde extérieur, donc c'est pour ça qu'on se recroqueville sur soi, qu'on reste souvent chez soi. Donc les personnes très anxieuses n'aiment pas beaucoup sortir, évitent d'aller voir du monde, etc. Alors que par contre, les gens qui sont plutôt dans la joie, ou même dans l'excès de joie, par exemple dans la manie, là elles vont aller voir vers les autres, aller toujours sortir, etc. Donc voilà. Les relations avec le yin et le yang, sachant que le feu et le bois sont de nature plutôt yang, le métal et l'eau sont de nature plutôt yin, donc on retrouve la joie et la colère qui sont des émotions excitatrices, donc plutôt yang, la tristesse et la peur qui sont des émotions inhibitrices, plutôt yin. Alors, je vais juste faire une petite remarque au niveau de la colère. Quand on parle de la colère et de l'élévation, c'est une colère exprimée. Hein ? Parce que c'est la colère qui n'est pas exprimée, la colère renfermée, c'est le contraire. La colère qui est renfermée, c'est une émotion qui nous reprend vers l'intérieur, qui congestionne vers l'intérieur, qui est donc plutôt liée à la peur. C'est ou la tristesse. Ok ? Et ça, c'est très lié au foie, comme la colère est liée au foie, et donc à cette fonction de drainer trop ou pas assez. Alors, donc il y a un aspect positif, non, on n'est pas encore là, les 5 organes. Le cœur est lié à la joie, donc on parlait tout à l'heure du yang du cœur, qui va transmettre la joie dans l'ensemble du corps. Donc quand il y a un excès de yang, il peut y avoir trop de joie. Quand il y a une déficience de yang, il peut y avoir pas assez de joie, donc plutôt de la tristesse. Le foie, c'est celui qui gouverne la colère. Et donc le fait de drainer les blocages de chi, donc le fait de se mettre en colère, ça peut justement faire évacuer les blocages de chi. Okay, ça peut drainer les blocages de chi. Alors que le contraire, quand on stocke trop, quand on a un manque de drainage du chi, là ça sera plutôt quelque chose de renfermé. Okay, la rate et la pensée, donc le rôle de la transformation, hein, on a vu tout à l'heure que la pensée elle peut transformer les différentes émotions, faire le pivot entre différentes émotions.
L'humilité et l'éclair, donc patauger dans la semoule, c'est quand on a une pensée qui est vague, qui est pas très claire, un manque de concentration, un manque de mémoire, ça peut être de l'humilité et d'éclair qui bloque quoi? Oui, j'ai entendu? Hein? J'entends pas. Qui bloque, blablabla. Alors par exemple, oui, quand on a des problèmes d'humilité et de glaire qui donc bloquent l'esprit, qui nous font penser au ralenti, de manière inhibée, avoir une mauvaise concentration, une mauvaise mémoire, ça peut être lié à un blocage de... Voilà. Ouais, ça marche? Ça, vous faites le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure? Ok. Et sachant qu'on a vu tout à l'heure que la rate, elle gouverne le I, donc l'intention, pareil, on peut avoir un manque d'intention, donc manque d'envie de faire quelque chose, manque d'intérêt pour les choses extérieures. Le poumon et la tristesse. Donc le poumon, il a un rôle de purification dans le corps, il a un rôle de nettoyage. On a vu par exemple pendant le stage que le poumon, il régule le canal d'eau. Je ne sais pas si ça... Ok, les reins, ils vont être liés à la peur, les reins gouvernent la peur, donc il y a un rôle de stockage des reins. Les reins, ils stockent quoi? L'essence. Hein. L'essence, vous vous souvenez ce que c'était? L'essence? Pardon? Voilà, ça peut être lié aux parents qui nous donnent l'essence, et c'est la matière de base qui va permettre à l'ensemble du corps de fonctionner, okay, qui va être transformée pour faire fonctionner l'ensemble du corps. Donc le rein, il a une notion de stockage, et non pas de stocklage, excusez-moi, il y a une erreur. Il va avoir un lien au passé et à l'inné. D'accord? Donc les émotions, j'en parlais tout à l'heure, il y a un aspect toujours positif et négatif de chaque émotion. Par exemple, la colère, on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait drainer le chi, donc drainer les émotions. Quand on a des choses qu'on renferme en nous, le fait de se mettre en colère, ça permet de dégager, et donc de dégager le chi et de se sentir mieux. Okay? Donc ça, c'est un aspect positif, par exemple. La peur, c'est quelque chose qui peut nous ramener sur soi, donc éviter les dangers. Ça, c'est un aspect positif de la peur. C'est le fait qu'on voit une araignée, on voit une voiture qui arrive à toute allure, on va se remettre sur soi, on va essayer de se protéger. Okay? Donc c'est une émotion qui est aussi positive. Chaque émotion est positive en fait. Mais elle peut aussi être négative. Donc la colère négative, voilà, d'avoir la colère enfermée en soi, ou alors se mettre excessivement en colère tout le temps, on va pas se faire des amis, et puis voilà, on va avoir une vie insupportable. On peut ruminer aussi, alors là ça serait plutôt un excès de pensée, ou d'excès de pensée négative, etc. Ce qui peut sembler un peu troublant, c'est le fait d'avoir la joie comme une émotion qui peut être négative. Okay? On a tendance à penser que la joie, c'est forcément plus on en a, mieux c'est. Là, il faut bien comprendre, ici la joie, c'est une notion de feu, c'est une notion d'été, d'émergence, c'est quelque chose une notion d'excitation, une notion très forte. Okay? Et donc ça, on peut avoir très bien un excès de joie. Hein. On peut être excité à foison, et puis la manie, par exemple, c'est un exemple flagrant d'excès de joie. Okay? Et la joie en excès peut amener la folie. Okay? Il y a des cas qui arrivent comme ça, il y a des gens qui deviennent fous par excès de joie. D'accord? Donc là, on a vu tout à l'heure que la joie est liée au yang du cœur. Okay? Ce serait un excès du yang du cœur, donc de la chaleur. Ça marche? Ça peut être, on verra de toute façon les mécanismes des maladies tout à l'heure. Ok. Tout va bien? Des questions? Ouais, continue. On n'a pas oui? fait le stage, il y a une première partie. On a oui, ouais. Oui. Pas bien compris. Il n'y a pas de problème. Le début, là, le cœur, tout ça. D'accord. Moi, je suis dans ma tête, le cœur, c'est le cœur. Alors, comment vous le définissez, si vous pourriez faire un petit peu? Alors, on va faire... Parce que c'est très vague, là. D'accord. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Le cœur, on va dire globalement, il gouverne le sang et l'esprit.
le foie. La rate, elle va transformer les matières. Donc par exemple, les aliments, l'humidité. C'est bon? Tout le monde arrive à voir? Ouais, ok. Quelqu'un peut prendre note ou... C'est bon, bon, je vais vite. On va parler vite fait. Donc voilà, le cœur gouverne le sang et l'esprit. Donc des problèmes qui sont liés à la circulation du sang, ça peut être lié au cœur. Des problèmes qui sont liés à l'esprit, ça peut être lié au cœur aussi. D'accord? Le foie draine le chi, draine les émotions. Quand on a une congestion de chi, un blocage émotionnel, ça peut être lié au foie. D'accord? La rate, elle transforme les matières. Donc par exemple les aliments, ça va être la digestion. Ok? La rate, c'est celle qui va transformer les aliments en chi et en sang. Donc des choses utilisables pour l'organisme. Elle va transformer l'humidité aussi. L'humidité, vous parlez de l'eau. Donc l'humidité, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'humidité en médecine chinoise, ce sont les déchets du corps, donc les déchets métaboliques qui ne sont pas transformés. Ouais. Mais il y a aussi une notion aqueuse quand même là-dedans, donc c'est pas totalement hors sujet. Pas que, Voilà. La rate en fait, elle transforme l'humidité et l'eau. Si on met la phrase en entier. Ensuite, on a le poumon. Le poumon, il gouverne le chi. Et la respiration. Puis, donc là, ça colle. Hein, le poumon, c'est la respiration aussi, donc ça marche. Mais il faut le prendre comme une coïncidence, il ne faut pas le prendre comme une règle. Et puis il y a une notion de clarification, on va dire. le poumon, il gouverne le chi et le foie, il draine le chi. Voilà, ok. Donc c'est... Il y en a un qui le crée et puis l'autre qui le... C'est pas vraiment qu'il le crée, on va dire que le poumon, c'est lui qui va donner l'impulsion des mouvements du chi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas réglé, s'il le fait ça tout seul, on va dire, d'une manière automatique. Et celui qui va réguler donc cette fonction-là, ça va être le foie. Ok? Faut le penser comme ça. La circulation du chi est aussi liée à la respiration. Hein. Comme la respiration, c'est le mouvement de base du corps, hein, ça va être aussi lié à ça. Clarification. Donc là, par exemple, là c'est au niveau du traitement de l'eau, et l'humidité, etc. On a enfin les reins, qui a une notion de stockage, de rétention. Donc c'est lui qui stocke l'essence qui va nous permettre d'avoir la base pour l'ensemble du corps. C'est lui qui va mettre la rétention. Donc par exemple, quand on a un manque de rétention des liquides organiques, par exemple, on peut avoir de la diarrhée ou de la transpiration excessive, c'est peut-être lié au rein, ok? Ou ce genre de choses. Ça va? Donc ça c'est les différentes fonctions en résumé, c'est les différentes fonctions des organes. Voilà, pour qu'on s'y retrouve à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un même organe anatomique peut avoir ces différentes fonctions et donc on peut avoir de la rate, du cœur, des reins dans le même organe anatomique. Hein. C'est pas, faut voir ça vraiment d'une manière séparée. Ça va? Je savais qui avait posé la question, ouais, c'était vous? Bon, en fait, ouais. Nous en médecine ouais. ici, on va dire on part de la cause de l'organe et après on voit tout ce qui découle, alors que vous partez à l'envers, si je comprends bien. Vous regardez d'abord tous les signes et vous remontez vers celui qui...
si j'ai bien Voilà, compris. alors nous c'est une approche du coup globale, vraiment. Donc on va voir l'ensemble de la personne et on va en déduire quelle fonction de l'ensemble du corps elle est lésée. Ou quel désordre global. Alors, est-ce que c'est un désordre plutôt d'excès de chaleur ou d'excès de froid ou de manque de yang, ou etc., etc. On va voir d'une manière globale. Alors on peut travailler aussi sur le plus précis, par exemple on peut travailler sur des symptômes. J'avais parlé pendant le stage de la conférence du fait qu'on puisse travailler sur la constitution, sur le syndrome, sur la maladie ou sur le symptôme. Donc ça va dépendre du cas. La constitution par exemple, c'est un état stable du corps qu'on a souvent à la naissance et qui évoluera pas au moins dans les 10-20 années à venir. Donc c'est quelque chose qu'on traite d'une manière vraiment très lente. Travailler sur les symptômes, ça va être plus rapide, mais simplement ça va juste cacher les symptômes, ça ne va pas régler l'état global de la personne. Okay. Donc ça va dépendre du cas, on peut travailler sur différentes choses. Mais l'idéal, c'est toujours de travailler sur le global. C'est d'essayer de réguler le global de la personne. C'est vraiment ce qu'on essaye d'atteindre. Le problème du médecin actuel, c'est qu'il traite la souffrance sans chercher les causes. Oui. Ça, c'est le gros problème. Alors après, je pense qu'il y a quand même de l'avantage à essayer d'unir un peu les deux, parce que régler le problème d'une manière directe et instantanée, c'est parfois très utile. Surtout au niveau des urgences, des opérations, on a parfois vraiment besoin d'enlever quelque chose du corps maintenant, tout de suite, ou voilà. Donc les deux sont pas contradictoires et je pense que l'idéal c'est vraiment d'essayer de les utiliser, de unir les deux. Voilà. Ce que beaucoup ne font pas. C'est un problème. Sans parler d'opération, ils traitent la souffrance. Sans chercher Oui. d'où elle vient. Bon, alors ça c'est un autre débat, c'est vrai qu'en France on n'a pas on a vraiment les deux différents, la médecine occidentale est vraiment très à part, il faut faire les études de médecine etc. et les médecines alternatives de l'autre côté et il n'y a pas de communication entre les deux et chacun parle sur les autres et blablabla. Et ça c'est la France, voilà, on est comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça, hein. Il y a beaucoup de médecins qui sont attentifs aux autres médecines et qui... Je dirais un certain nombre. Un certain nombre, oui. Plutôt que beaucoup. Pour l'instant, j'ai déjà eu plusieurs patients qui m'ont été recommandés par des médecins, hein. Donc c'est quand même des choses qui arrivent, c'est pas non plus... voilà, ils sont pas tous fermés. Oui, je suis à Dornac. Il faudra me laisser les coordonnées. Oui, on en reparlera peut-être plus tard. Alors moi, je travaille avec des plantes et avec les aiguilles. Donc, et avec l'acupuncture au sens large, c'est-à-dire les aiguilles, la moxa, les ventouses, etc. Plein de choses différentes. Mais la base, c'est les plantes. Ok. On parlera peut-être plutôt des questions personnelles après, à la fin du stage, on va peut-être poursuivre. Ouais. Oui, je vous écoute. Oui. Pour une, pardon? Une ablation de la rate, oui. Bon, ça n'a rien à voir. On peut très bien avoir une rate qui fonctionne très bien en médecine chinoise et pas avoir de rate. Parce que c'est justement pas lié. Hein. Voilà. Voilà. C'est comme je dis, ça peut être l'ensemble des cellules du corps. Donc après, bon, c'est sûr, ne pas avoir de rate, c'est toujours mieux d'en avoir que de pas en avoir. Mais disons que ça ne va pas changer forcément l'ensemble du corps. Il faudra voir au cas par cas. Disons qu'on a tendance à essayer de mettre le pancréas. En Occident, on aime bien mettre le pancréas avec la rate, mettre rate, pancréas, estomac ensemble. Alors qu'en médecine chinoise, dans tous les écrits jusqu'au XXe siècle, on n'a jamais parlé de ça. Donc c'est quelque chose qui ne me semble pas très logique de faire. Pourquoi on fait ça? Parce que je parlais tout à l'heure de la fonction de la rate, de transformer les aliments. Le pancréas, hein, il sécrète les sucs pancréatiques et donc transforme les aliments. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le rajouter à la rate. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'à la base, on ne parle pas de l'organe anatomique, donc il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il y a pas de... Après, vous retrouvez dans certains livres, donc, que ce soit en français ou en anglais, la rate pancréas ou rate pancréas et estomac. Il y a des gens qui font ça. Bon. Alors, pourquoi pas, hein, mais moi je trouve pas vraiment d'intérêt à le faire, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait.
Ok, alors, on continue. Les émotions et la circulation du chi. Est-ce que vous vous rappelez qui est-ce qui draine la circulation du chi? Le foie. Ok, très bien. Donc, le fait d'avoir un émotionnel stable et détendu, c'est très lié à la circulation du chi. Quand le chi circule bien, on est, d'une manière émotionnelle, on est détendu, on se laisse porter par les idées, donc on a des idées qui circulent, et il n'y a pas de stress, de choses comme ça. Par contre, quand on a un blocage de chi, quand le chi ne circule pas bien, on peut avoir du stress, des blocages émotionnels, des ruminations. Ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que les ruminations peuvent amener un blocage du chi et donc d'autres choses. Okay, mais c'est un cercle vicieux plus ou moins. Le fait de penser toujours à la même chose, ça va introduire un blocage, ou alors de rester fixé sur une émotion, ça va mettre un blocage dans la circulation du chi. Cette circulation du chi c'est une mauvaise régulation du foie, et donc des émotions, et donc encore un blocage émotionnel. Ok, ça marche comme ça. Par exemple, des exemples de blocage de circulation du chi, c'est par exemple la colère réprimée, les pensées excessives, aussi les pensées négatives, les pensées trop tournées vers soi-même. La tristesse et la peur, ce sont des émotions qui ont tendance à bloquer le chi. On se rappelle toujours qu'une émotion peut aussi être positive, hein, donc là c'est l'aspect négatif. Et donc ça produit une congestion du chi du foie. Voilà. Au contraire, la joie, et donc par exemple le rire, les pensées rationnelles, détachées, les pensées qui sont plutôt positives, et la colère exprimée permettent de drainer le chi, okay, et donc de le faire bien circuler. Ça marche? Ça c'est une notion qui est assez primordiale en fait, la circulation du chi et le rapport avec les émotions. D'après Zhu Danxi, qui est un des 4 médecins de la dynastie Jin Yuan, donc pour ceux qui se rappellent la première conférence, les désirs sont le feu du cœur, d'après lui. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose très fort et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, on va avoir... Alors lui, il parle de feu du cœur, ça vient d'où? Ça vient du fait de la circulation du chi, on a une congestion du chi, et cette surpression du chi va produire de la chaleur. Okay, donc quand le chi est congestionné assez fort, ça va produire du feu et de la chaleur. Ça marche? Donc c'est pour ça que ça peut amener du feu du cœur. Et donc après des problèmes qui peuvent être liés au feu du cœur, l'insomnie, l'anxiété, des choses comme ça. Ensuite, quand on s'agrippe aux choses, on a tendance à créer de la congestion. Okay, quand on pense à par exemple quelqu'un ou un objet, ou par exemple on a raté un examen, si on s'agrippe à ça et qu'on pense sans arrêt à ça, on va tendance à créer de la congestion. Okay, pareil, quand quelqu'un nous manque et qu'on pense sans arrêt à quelqu'un, on peut créer aussi de la congestion. Et donc cette congestion de chi peut amener aussi tout ce qui est tristesse, peur, etc. Hein, parce qu'on a vu que les deux sont liés, l'émotion et la circulation du chi. Donc le résultat, il faut avoir les désirs contrôlés. Voilà, c'est ça. Et des désirs rationnels aussi. Ouais, voilà, savoir... Ah ça c'est pas facile du tout. Facile à réguler. Oui. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure, je crois. Ok, quelle heure? Ok. Donc on va parler en vitesse des maladies psychiques en médecine chinoise. Les causes des maladies, alors on peut avoir l'hérédité. Tout le monde a la feuille? Ouais. J'ai pas fait d'autres erreurs. Alors, les causes des maladies, on a par exemple l'hérédité, donc on hérite souvent de la constitution de nos parents. C'est pas une règle à 100%, mais c'est souvent ça. Quand on a des parents qui ont une constitution, donc vous vous rappelez, constitution, c'est l'état stable du corps, pendant 10, 20 ans, voire toute la vie. Donc souvent, on a tendance à avoir une constitution plutôt chaude, plutôt froide, plutôt en déficience, plutôt en excès, etc. D'accord? Ça, c'était le thème de la première conférence, que vous pouvez retrouver sur le site, d'ailleurs. Si oui, vous permettez, je vous écoute. La constitution de nos parents, mais je pense que les aïeux aussi ont leur influence. Oui,
Très certainement, oui. Et de par leur influence sur les parents aussi, oui. Mm. Alors après, ça va dépendre aussi. Bah, si on va dire que si on a un père qui est de nature plutôt chaude, une mère de constitution plutôt froide, ça peut faire des mélanges et c'est à voir. Et ça va dépendre aussi du mode de vie. Si on a un mode de vie qui va tendance à aller vers la chaleur, hein, on va avoir une constitution qui petit à petit va aller vers la chaleur. Alors si ça se trouve, on peut être né avec une constitution froide et au fur et à mesure du temps, tendre plutôt vers une constitution de chaleur si on a un mode de vie qui tend à ça. Donc voilà. Par exemple, je disais la constitution manque de yin, la congestion de chi, ce sont des choses qui entraînent souvent des désordres au niveau psychique. Okay. La personnalité va beaucoup jouer pour cette idée de blocage émotionnel et de congestion de chi. Okay. Donc quelqu'un qui est obsessionnel, qui a tendance à toujours penser à une chose sans arrêt, forcément, elle va congestionner le chi. Des personnes qui s'accrochent. Oui, je vous écoute. Oui. Les événements qui arrivent avant la naissance peuvent affaiblir l'essence. Par exemple, quand on est, on est tributaire de ceux qui nous ont créés. Ça a forcément joué. Oui. Voilà, donc ça joue quand même déjà avant la naissance et lors de la naissance, on a déjà cet acquis ou ce manque. Oui. Donc mais ça peut jouer bien sûr. Après, ça va dépendre aussi de selon ce qui vient notre après. mode de vie, quand on sera disons, adolescent ou adulte, à ce moment-là, on peut agir. Mais disons, de naissance, on n'a pas le choix. Oui, il y a une notion, par exemple, pour des personnes qui ont été mal nourries pendant leur grossesse, qui n'ont pas eu assez de nutriments, etc. Ça arrive plus beaucoup dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement, pourquoi pas. Et on peut avoir une personne qui naît avec une déficience de chi et de sang directement à la naissance, à cause de ça. Alors si par exemple quelqu'un qui pendant sa grossesse a eu des chocs émotionnels comme pas possible, avec des congestions de chi, pourquoi pas, ça peut faire une congestion de chi à la naissance, une constitution de ce type-là. Encore qu'il faudrait peut-être approfondir la question et faire vraiment de la recherche pour mettre ça en évidence, mais ça devrait être ça. Donc la personnalité peut aussi jouer. Oui, la personnalité de chacun. Oui. Et donc la manière aussi de gérer les problèmes, de gérer les événements. Donc le stress a tendance à faire de la congestion et de la congestion de chaleur. On parlait tout à l'heure aussi de la congestion qui crée de la chaleur quand il y a une hyperpression. Par exemple, on a les personnes, donc un désordre de personnalité, désordre borderline, où les personnes manquent de racines. Okay. Oui, j'avais... Manque de racines, c'est-à-dire donc les racines dans le corps, c'est souvent l'essence en médecine chinoise. Voilà, donc ça pourrait être un manque d'essence et donc un excès trop dans le haut et donc les reins qui devraient stocker mais qui ne stockent pas assez. Okay. Alors ça pourrait être ça. Maintenant, il faudrait développer aussi. D'accord. Je ne sais pas si tout le monde est clair avec ce que c'est la personnalité borderline. Enfin, c'est une personnalité qui est très fluctuante, qui a une émotion qui est toujours en pic, en montagne russe. Voilà, qui est dépendante à une personne, mais en même temps ne gère pas la dépendance. C'est ce genre de personnalité. Les chocs émotionnels et le stress vont créer de la congestion, et donc la congestion peut créer de la chaleur aussi. On va citer Chan Wu-Tzu qui disait « Les 7 émotions sont permanentes chez l'homme. Quand on est ému, la congestion se propage depuis les organes et se forme à la superficie du corps. » Donc là, dans ce cas-là, la maladie provient des organes, des organes qui donc sont influencés par les émotions. On avait vu tout au début que chaque émotion est liée à des organes, donc les désordres émotionnels, les chocs émotionnels vont aller directement sur les organes. Okay. Et donc après, des organes peuvent influencer d'autres parties du corps, par exemple la peau, les muscles, les yeux, etc. Hein. C'est un mécanisme inverse des maladies externes, donc on pourrait dire les maladies bactériennes, virales, etc., ou la grippe, les choses comme ça, qui sont des maladies qui proviennent des
Des pervers, voilà, des pervers externes. Donc les pervers, c'est les éléments pathogènes. Et voilà, ça va être de la peau jusqu'aux organes. Là, les émotions, on est dans le contraire. Ça influence directement les organes et ça peut influencer tout le reste du corps à travers les organes, qui, on le rappelle, sont le cœur fonctionnel de l'ensemble du corps. Hein, ça va? Ok. Alors, pour revenir au stress, le stress sur le long terme, donc déjà ça produit d'abord de la congestion. La congestion peut produire de la chaleur. Et le fait d'être toujours dans cet état de chaleur congestionnée sans arrêt, ça peut consumer le yin des reins et du foie, donc consumer le sang et l'essence. Hein. Donc ça, on voit sur les personnes qui sont en stress tout le temps au travail, sans arrêt en stress, des années, qui vont finir à 40 ans avec des cheveux blancs et puis des signes de vieillissement. Voilà, ça peut être lié à ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les grandes villes en Chine parce qu'il y a une compétition incroyable, il y a un stress au travail, voilà, ils doivent travailler sans arrêt, faire des heures supplémentaires, etc. Et ça arrive souvent de croiser dans la rue ou dans le métro des gens de même pas 40 ans, 30 ans avec des cheveux blancs ou des cheveux qui sont déjà tombés. Voilà. C'est aussi lié à ça. Peut-être pas toujours, mais globalement, on peut remarquer ce genre de choses. Ok. Donc le sexe et les hormones, le foie est la racine de la femme, les reins sont la racine de l'homme. C'est pour ça que les femmes ont tendance à avoir beaucoup plus de problèmes au niveau du foie, au niveau donc de la régulation du chi et au niveau émotionnel. Ça peut paraître un peu sexiste, mais c'est vrai qu'on remarque plus de problèmes émotionnels souvent chez les femmes que chez les hommes. Et ça a une raison assez simple. Le foie, qu'est-ce qu'il stocke? Le foie, il stocke le... Non, pas le chi, le sang. Ouais, le sang, ok. Et quelle est la particularité des femmes par rapport aux hommes? Une menstruation, donc une perte de sang. Le fait de perdre son sang, ça va mettre par rapport aux hommes une déficience de sang et donc une mauvaise régulation du foie. Et voilà, c'est aussi pour ça que lors des menstruations, souvent il y a des désordres émotionnels assez importants. C'est aussi lié à ça. Les hommes, ça va être plutôt les reins. Donc à la ménopause, il y a souvent aussi des dérèglements. La ménopause, en général, c'est le foie et les reins qui sont en déficience. Et donc là, il y a aussi en général tout un tas de désordres émotionnels. Il andropause. Le ménopause, pourquoi on ne parlerait pas de l'andropause? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça peut... c'est le même mécanisme, c'est aussi une déficience du foie et des reins. Ah ouais. Mais c'est juste que chez les hommes, ça a tendance à être plutôt vers les reins, alors que chez la femme, c'est plutôt vers le foie. Donc voilà. Donc c'est quand même plus souvent des désordres à la ménopause qu'à l'andropause. Hein, aussi. Mais voilà, mais il y en a aussi, hein, il n'y a pas de raison de voilà. C'est juste des tendances, hein, ce que je dis, c'est juste des tendances. Alors, je vais faire le rapprochement aussi avec des types de psychothérapie occidentale, parce que j'essaie de travailler en fait avec les deux. J'essaie de faire le lien. Mon but un peu dans l'avenir, c'est d'essayer de faire le lien entre la psychologie moderne occidentale et les connaissances de médecine chinoise ancestrale. Hein. D'essayer de lier un peu les deux. Donc je vais vous parler de ça aussi. Théorie psychanalytique, ce sont des conflits qui sont liés entre la pulsion et l'autorité, le fait de vouloir quelque chose mais que l'autorité nous empêche de le faire, et donc il y a un refoulement, il y a un blocage, et donc ça serait sûrement lié à la congestion de qi en médecine chinoise. Okay. Donc cette congestion de qi, elle peut rester stable si elle crée des glaires et des stases de sang. Okay. On va voir, on peut regarder vite fait le schéma qui est plus loin. La congestion de qi qui est assez centrale, j'arrête pas de vous en parler depuis le début. La congestion de qi, le qi c'est ce qui va faire circuler les liquides organiques et le sang. On a dit que le qi c'est la fonction, c'est la mobilité. Okay. Comme le qi est congestionné, qu'il ne circule pas, les liquides organiques ne circulent pas non plus, ils stockent, ils se condensent et ils peuvent former des glaires. Okay.
Au niveau du sang, c'est pareil. Le qi doit faire circuler le sang, il se congestionne, donc il n'arrive pas à faire bouger le sang, et on a des stases de sang, c'est-à-dire une mauvaise circulation du sang. Ok? Donc là, le qi, c'est plutôt immatériel, par rapport aux glaires et aux stases de sang qui sont matériels. Donc la congestion de qi, théoriquement, elle est variable, c'est-à-dire que si tout d'un coup on se sent très bien, très à l'aise, détendu, joyeux, on a le qi qui circule bien. Si tout d'un coup on se sent mal vers l'intérieur, on pense à soi, on peut congestionner le qi, mais c'est variable. Alors que les glaires et les stases de sang, c'est pas variable. Si on en a, on en a. Ok? Et ça va mettre du temps à les éliminer. Les stases de sang, c'est à peu près l'équivalent des embolies? Non, c'est beaucoup plus global. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Mais ça peut être lié parfois. C'est un blocage. Oui, oui, oui. Alors c'est une notion, il faut faire attention, hein, tout ça ce sont des notions de médecine chinoise. Hein. Il y a parfois des termes qui coïncident, mais c'est pas la même chose. Hein. Ça peut être considéré comme une mauvaise circulation du sang? Oui, c'est une mauvaise circulation du sang. Oui. Alors après, bien sûr, hein, les varices, les embolies pulmonaires, ça peut être de la stase de sang en médecine chinoise, bien sûr, hein, mais c'est pas forcément ça. Faudra voir. Ça peut l'être, hein, mais c'est pas toujours. On évite de mettre des égales en fait entre les notions de médecine chinoise et de médecine occidentale. Au niveau de la théorie cognitivo-comportementale, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est la pensée qui va entraîner des émotions. Donc par exemple des schémas cognitifs comme je suis nul, le monde est dangereux, etc. qui appliqués trop rigoureusement vont faire des blocages et donc entraîner des problèmes émotionnels. Au niveau du mode de vie, il y a des choses qui peuvent améliorer. Par exemple, le fait de faire de l'exercice, ça peut améliorer la circulation du qi. Donc le manque d'exercice, au contraire, ça peut entraîner une mauvaise circulation du qi et du sang. Voilà, bon, on va peut-être continuer. Oui, il faut continuer. Ok, l'alimentation, surtout l'excès de produits gras, huileux, sucrés, et de produits laitiers aussi, donc le fromage, surtout les fromages un peu frais, peuvent provoquer de la stagnation de glaire et d'humidité. Hein. Donc vous vous rappelez l'humidité, qu'est-ce que c'est? L'humidité. Oui, les déchets du corps qui ne sont pas éliminés, hein, qui ne sont pas métabolisés. Les glaires, c'est pareil, mais en condensé. Hein. Ouais, ok. Donc voilà. Et donc le fait qu'ils stagnent, ils peuvent empêcher la circulation du qi. On va voir vite fait le schéma, on va revoir ça un petit peu. La congestion du qi qui est assez centrale, qui est liée à quel organe? La circulation du qi? Le foie. Donc la congestion du qi, c'est un problème souvent de foie. On peut avoir à la base, donc là ça va être plutôt au niveau constitutionnel, au niveau de la constitution, une déficience de yin, donc une déficience des reins et des foies, alors ce qui peut faire référence à une déficience de l'essence et du sang, qui sont tous les deux de nature yin, plutôt matérielle, ou la déficience de sang, qui là est plutôt au niveau du foie et du cœur. Alors, les deux peuvent provoquer de la congestion de qi. On avait parlé tout à l'heure du fait que le foie stocke le sang, donc il se sert du sang comme base matérielle pour avoir une fonction normale. Et sa fonction, c'est de drainer le qi. Donc s'il ne fonctionne pas bien, ça crée de la congestion de qi. Ça va? D'où l'intérêt. Après, le fait que sa fonction s'applique mal, le foie stocke moins bien le sang. Et donc on peut avoir aussi on peut avoir aussi la déficience de sang. Ça marche dans les deux sens. La déficience de yin des reins, parce que le rein supporte, comme le rein est en bas, il supporte tout le reste du corps. Si le rein ne supporte pas le foie, ça va provoquer des déficiences de sang et donc après de la congestion de qi. Okay. La congestion de qi, on avait vu tout à l'heure, ça peut créer une surpression qui crée du feu ou de la chaleur. Okay. Ce feu ou cette chaleur, évidemment, le feu va consumer le yin, donc tout ce qui est liquide, et peut provoquer une déficience de yin. Ça marche? Le feu, en faisant brûler les liquides organiques, il peut aussi créer des glaires. Okay. Il va condenser les liquides organiques en glaires. Ça marche? Ouais.
Et après, donc pareil, les glaires, elles peuvent se stagner, se condenser en feu en créant de la surpression. C'est un peu le même principe que le chi. Tout le monde arrive à voir à peu près clairement ce schéma, ou est-ce qu'il faudrait que je le refasse au tableau, peut-être qu'on revoit un par un? Ça va? Oui, non? Ouais? C'est bon? Alors je vais revoir vite fait. On a au niveau constitutionnel plutôt la déficience de yin, la déficience de sang, qui peuvent engendrer une congestion de chi. Mais cette congestion de chi peut aussi ramener de la déficience de sang. Les deux sont très liés, comme le sang est de nature yin, les deux sont souvent liés. La congestion de chi peut créer trois choses différentes, soit du feu en créant une surpression, un excès de tension, soit des glaires parce que les liquides organiques ne circulent pas bien, ne sont pas poussés par le chi, soit des stases de sang parce que le sang n'est pas poussé par le chi. Ok? Ça va, globalement? Donc là, c'est plutôt la racine du problème, au niveau constitutionnel. Là, ça va être plutôt au niveau de ce qu'on appelle la cime, donc c'est-à-dire du résultat. Ok? Ça va? Sachant que l'élément central, c'est la congestion de chi. Et la circulation du chi est très liée au foie, et donc le foie, il contrôle à la fois la circulation du chi et les émotions. Ouais, ça va? Donc la congestion du chi est très liée aux émotions. C'est pour ça que je vous avais dit que les émotions, c'est central. Ouais? Au début de la conférence. Ok. Alors tout ça, c'est... Est-ce qu'on a fini avec ça? Ah oui, je voulais parler de certaines maladies au cas par cas, mais je ne sais pas si on va avoir beaucoup le temps d'en parler. Les troubles psychosomatiques, là on a un tas de troubles différents. On peut avoir souvent des douleurs qui sont liées souvent à la mauvaise circulation du chi et du sang. Donc là on se situe à ce niveau-là. Ok. Ou sinon, si c'est plutôt des maux de tête, vertige et acouphènes, alors là c'est plutôt à la remontée du feu ou alors congestion de chi. On sera plutôt à ce niveau-là. Okay, ou alors à la déficience de yin. Donc plutôt à ce niveau-là. Si on parle des maladies cardiovasculaires, ça va être souvent à ce niveau-là. Donc congestion de chi, glaire et stase de sang. Okay. Oui. Oui, là-bas. Je vous écoute. Oui. Alors les acouphènes, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Parfois ça prend du temps. Parfois ça marche très bien, mais parfois ça marche pas très bien. Vraiment, c'est assez variable, mais on peut avoir des très bons résultats. Ok. D'accord. Bon, on va parler tout de suite de certaines maladies psychiques. Donc par exemple la dépression. Souvent, en général, il y a à la base une congestion de chi. Okay. Donc par exemple du stress sur le long terme. D'ailleurs, dans les expériences, pour rendre les petits rats dépressifs, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait des chocs en fait, émotionnels. Donc soit on leur met des faisceaux lumineux hyper forts pendant 1 heure pour les aveugler comme pas possible, soit on leur met des chocs électriques, soit on les empêche de manger, soit on fait des tas de choses comme ça tous les jours, pour petit à petit ça leur procure un stress et qu'ils finissent dépressifs. Ça c'est le principe. Chez les hommes c'est pareil. Si on a du stress comme ça tous les jours, différents stress, c'est qu'on n'arrive pas à gérer notre stress, qu'on n'arrive pas à ne pas agripper justement, ne pas congestionner, on va avoir de la congestion de chi, qui peut donc entraîner ensuite tout ce qu'on a vu tout à l'heure, du feu, des glaires, des stases de sang. Alors au niveau de la dépression, ça va être plutôt à ce niveau-là, donc c'est souvent une question de glaire. On avait vu tout à l'heure le fait de patauger dans la semoule, d'avoir un esprit qui ne fonctionne pas bien, inhibé, les pensées un peu ralenties, manque de mémoire, manque de concentration. Ça, ce sont les glaires qui bloquent. Ouais, voilà, l'orifice clair. Bravo. Ok. Ok.
on peut avoir un manque de circulation du chi, hein, souvent une oppression thoracique, c'est assez typique. Un manque de chi ou de yang du cœur. Donc là, le manque de chi et de yang n'est pas marqué sur le schéma. Donc ça peut être soit lié à la constitution, soit ça peut être par exemple de la chaleur qui consume le chi, peut-être. Ça peut créer ça aussi. Donc comme le yang du cœur, c'est lui qui va transmettre la joie à travers le reste du corps. Quand il est bloqué par la congestion de chi ou par les glaires, le yang du cœur n'arrive pas à transmettre la joie à travers le corps. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir de la tristesse. Ok ? Parfois, au contraire, il y a de la chaleur. Donc c'est pareil, la congestion de chi entraîne une pression, la chaleur. Ok ? Donc là, ce serait plutôt anxiété, insomnie. On va revenir sur les langues. La langue, c'est quoi le signe de chaleur pour les langues? Comment on voit? Voilà, c'est une langue rouge avec un enduit jaune, ça c'est des signes de chaleur par exemple. Ok ? Ok, parfois c'est des stases de sang, la dépression. Mais ça c'est plutôt des cas assez graves, assez difficiles. Et quand tu dis ça pour les cas graves, par exemple, ça se manifeste au niveau, je dirais, symptomatique, plus comme chez nous parfois. Une dépression grave, enfin, quelqu'un qui n'est vraiment plus capable de faire quoi que ce soit, qui reste dans son lit, des idées suicidaires, des tentatives de suicide, etc. Donc ça par exemple, ça peut être compris dans les stages de sang en fait. Oui, après ça dépend, mais on peut partir sur ce raisonnement-là. Après, il faudra voir s'il y a des éléments qui collent ou pas. Mais souvent, en général, souvent les stages de sang, il y a souvent des problèmes qui sont difficiles, compliqués, difficiles à comprendre. C'est souvent des stages de sang. C'est souvent lié à ça. Et c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense. On pense en général à faire tout le reste avant de penser au stade de sang. Ok, au niveau des troubles anxieux, là c'est plutôt un excès de chaleur. Ça reste assez compréhensible. En général, les troubles anxieux, il y a de l'agitation. Cette agitation, c'est lié à la chaleur. Ok ? Donc chaleur au niveau du foie et du cœur. Souvent produite par la congestion de chi, donc le stress, les émotions excessives. Et on peut avoir aussi un manque de yin, donc de liquide organique, avec la fatigue. Or le chi, un manque de chi, la fatigue, et un manque de liquide organique, ça va être la bouche sèche. Donc là, je vais en parler 5 minutes, enfin un petit peu. Souvent, la fatigue, quand quelqu'un arrive avec de la fatigue, on a souvent le problème de partir tout de suite sur la déficience de chi, donc la déficience d'énergie et de fonction. Alors que très souvent, dans les sociétés modernes surtout, et encore plus dans les grandes villes où les gens sont très stressés, c'est souvent en fait un stress qui produit de la congestion de chi et donc de la chaleur après, qui va consumer le chi, donc consumer l'énergie, okay, et faire en sorte qu'on se sente fatigué. Mais le problème, c'est que c'est une fatigue qui n'est pas récupérable avec le sommeil parce qu'on dort mal. Okay, quand on est en stress comme ça, on a de la chaleur, de l'agitation et on dort mal. D'accord ? C'est ça la différence avec la vraie déficience de chi. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Donc j'ai vu souvent j'ai suivi un prof pendant 6 mois qui traitait beaucoup de maladies psychiques. Alors lui, il avait bien connaissance de ça. Mais souvent, les patients venaient en fait nous voir et des patients dépressifs qui étaient en fatigue ou des patients anxieux et dont les autres médecins étaient tous partis sur la déficience de chi et les avaient boostés comme pas possible avec du ginseng, voilà, tout ça. Et ils étaient comme pas possible, ils dormaient plus, ils étaient encore plus anxieux, encore plus stressés et ils étaient encore plus fatigués du coup. Donc ça marche pas. Faut voir la racine du problème aussi. Faire attention à ça. Au niveau du cancer, c'est comme il y a une tumeur, il y a quelque chose de matériel. Donc là, il s'agira peut-être de glaires, de stases de sang, etc. qui peuvent être liées à l'origine à une congestion de chi. Okay. Après les psychoses, bon ça c'est plus difficile. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup parce que c'est quand même assez rare en clinique d'y être, de voir ça. Donc théoriquement, ce serait plutôt soit de la chaleur, du feu interne, soit des glaires chaleur, soit des stases de sang. Okay.
Et, je reviens là-dessus, oui. je t'avais déjà en partie posé Ouais. la question, mais Ouais. par rapport à ça, en fait, la thérapie que tu vas adopter en général, justement par rapport à des choses comme même des psychoses ou des paranoïas, est-ce que ça peut être quelque chose qui ressemblerait à la psychothérapie chez nous, où ça va être des rendez-vous réguliers où tu vas en discuter avec la personne pour qu'elle change son mode de vie en entier, ou est-ce que traiter avec des plantes quelquefois suffiront? Ça semble quand même un peu bizarre vu qu'ici on va mettre des années à soigner ces choses-là, voire même des dizaines d'années, qu'en Chine on puisse le soigner avec simplement des plantes. Surtout que pour les psychoses, en général, la psychothérapie n'est pas très efficace. En général, pour les psychoses, on a tendance à utiliser plutôt les médicaments que la psychothérapie. C'est assez rare que ça marche. Les psychothérapies, ça va plutôt être pour les problèmes anxieux, les problèmes psychosomatiques, ça va être plus efficace. Mais pour les psychoses, c'est assez rare de trouver des solutions. Donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des cas auxquels on n'a pas souvent affaire, mais c'est vrai que j'ai déjà lu assez de cas où en effet on arrive à le traiter. Après, en clinique, ça m'est arrivé assez rarement de voir des schizophrénies graves se faire guérir complètement avec quelques doses de plantes, quoi. Mais c'est possible, s'il y a des cas qui existent comme ça, qui sont publiés, c'est que ça existe. Hein. Juste une petite question. Oui. Lorsqu'on apprend la nouvelle qu'on a un cancer, désespoir, tristesse, colère, etc., égale aggravation de la congestion. Oui. Mais je pense qu'il doit être affreusement difficile à quelqu'un qui vient d'apprendre ça de rester positif. Et de pas stresser. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors que doit faire la personne en question? Se dire, bon, ça, je guérirai. Alors là, ce serait un peu exagéré peut-être, ce serait difficile à faire. L'idéal, ce serait peut-être plutôt une remise en question. Essayer de remettre en question le rôle de sa vie et la manière de voir les choses. Peut-être quelqu'un qui était justement, si c'est un problème de stress par exemple, qui petit à petit, au fur et à mesure du temps, stress pour le travail, etc., a engendré ce cancer, peut-être essayer de revoir sa manière de voir sa vie et son travail et de peut-être plus prendre de temps pour soi-même et finalement de se rendre compte que le cancer peut aussi apporter quelque chose à soi-même. Ça peut être aussi à ce niveau-là. Après, c'est pas évident, bien sûr. C'est pas être évident, mais c'est la meilleure solution de toute façon. Si on veut guérir, c'est la meilleure solution. Je reviendrai de toute façon après donc, pour les méthodes pour équilibrer son corps. Donc équilibrer l'esprit, pardon. Alors, quelques conseils de vie. Par exemple, au niveau de l'environnement, on a tendance, comme la circulation du qi à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps sont liées, l'humain et l'environnement sont indissociables. Le fait d'être dans des endroits confinés, souvent dans des grandes villes, dans des endroits bruyants, stressants, de rester dans sa voiture dans les bouchons, ça peut créer des congestions de qi. L'inverse, le fait d'être dans un environnement plutôt vert, le vert c'est la couleur du bois qui a tendance à drainer les émotions. Donc au contraire, ça va nous permettre de réguler l'émotionnel. Le vert ou le bleu aussi, c'est un peu pareil. Voilà. Au niveau des émotions, donc plutôt que de refouler ses émotions, déjà première chose, accepter ses émotions. Déjà quand on refoule ses émotions, on va les congestionner encore pire, on va les garder à l'intérieur de soi et on ne va pas régler le problème. Donc déjà, d'une première manière, accepter ses émotions. Bon, je suis en colère, c'est pas la mer à boire, ça arrive d'être en colère, ça peut être positif d'être en colère. Et voilà, après travailler là-dessus. Les laisser vivre tout en évitant les excès. Donc ça, par contre, ça va être un travail sur soi au fur et à mesure des années. Après une crise de colère, par exemple, pardonner aux autres et laisser passer, ne pas y penser sans arrêt. Donc on reste sur l'idée que la colère en soi n'est pas quelque chose de négatif, qu'il ne faut pas se blâmer, se frapper à coups de martinet. On va juste accepter, ok, j'étais en colère, maintenant je pardonne à la personne, enfin, si c'est possible, hein, et penser à autre chose, ok. Ne pas rester bloqué là-dessus. Ouais. Donc ne pas agripper, hein, toujours savoir lâcher prise.
savoir, donc comme on parlait tout à l'heure, la dame, c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tous ces conseils, c'est forcément des choses qui... C'est pas une méthode miracle, tout le monde le sait plus ou moins, mais là je vous l'explique sous le point de vue de la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que ça crée de la congestion du qi. Okay, et plus on a tendance à suivre ces conseils, plus on a tendance à avoir une bonne circulation du qi et un bon équilibre émotionnel. La chose la plus difficile à faire, c'est de savoir pardonner. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mettre en colère est plus facile. Oui, c'est la première étape la plus facile. Alors, essayer de concentrer son attention. L'attention, ça va être aussi lié à la circulation du qi. Quand on concentre son attention sur une chose en particulier, donc on parlait des obsessions par exemple, on congestionne le qi. Quand on se concentre son attention sur des choses fluides ou sur l'extérieur, sur les autres gens, on va avoir moins de congestion de qi, on va avoir moins de blocage. Okay, si on se concentre sur soi-même et sur ses problèmes, plus on y pense, plus on entre dans la congestion de qi, etc. Et tout le reste, tout le schéma qui va avec. Exprimer ses émotions, même s'il le faut par la colère. Évidemment, la colère, ce n'est pas non plus toujours le meilleur moyen d'exprimer ses émotions, mais ça peut l'être selon le cas. Ne pas se laisser marcher sur les pieds non plus. C'est la meilleure. Voilà, ça c'est la meilleure des solutions. C'est la solution parfaite. Voilà, parce que là, non seulement on libère ses émotions, on ne fait de mal à personne. Bon, peut-être à part aux oiseaux qu'on va déranger. Mais bon, ils vont pas nous en vouloir, espérons. Et voilà, ça va être une manière plus ou faire du sport, sinon. Quand on a un excès, une charge émotionnelle trop dire, faire du sport, faire un bon coup de footing, taper dans un punching ball, c'est un bon moyen justement de faire sortir. Okay, c'est-à-dire se défouler. Quoi. Voilà, se défouler. Ou mettre par écrit. Mettre par écrit, c'est une manière aussi d'exprimer les émotions, pas forcément à la personne, hein, juste à écrire à soi-même, donc extérioriser la chose. Extérioriser, ça va décongestionner, améliorer la circulation du qi. Rire, ça c'est lié au cœur, donc ça va faire circuler le yang du cœur et donc débloquer aussi les congestions de qi. Un sommeil suffisant et régulier, pourquoi? Parce que les insomnies, donc le sommeil on a vu c'est lié au cœur. Le fait d'avoir des insomnies, enfin de ne pas faire attention au sommeil, d'avoir un sommeil irrégulier, ça va consumer le sang. Ça va consumer le sang du cœur. Et donc on avait vu plus tôt que... alors, là on peut se retrouver ici, donc à déficience de sang et cœur, et donc congestion de qi et tout le reste. Okay, faut faire attention à son sommeil. L'exercice physique, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça permet de faire circuler le qi et donc réguler l'émotionnel. Ensuite, des méthodes plus concrètes, ça c'est plus donc pour les maladies psychiques, quand on a un désordre plus important qui n'est pas réglable par le mode de vie. On peut utiliser la pharmacopée, donc il y a des plantes qui drainent le qi et drainent le foie et font circuler le qi. Je les ai mis en caractère, excusez-moi, hein, je devrais dû le mettre en pinyin. Si ça vous intéresse, la première c'était Chairu. La deuxième, j'avais mis un exemple, Yudin. Ceux qui ont suivi le stage, il y a des plantes qu'on a déjà vues. Ensuite, on peut clarifier la chaleur quand on a excès de chaleur. Donc ça va être Zhuye. Et en français, ça veut dire quoi? Alors, la plupart je les connais pas. C'est ça le problème, il n'y a pas de nom en fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher, hein, on trouve sur internet. Zhuye par exemple, c'est les feuilles de bambou. Ok. Longdan, ça, c'est la gentiane. Ça, je crois que c'est la racine de tulipe, mais je suis pas sûr à 100%. Faudrait chercher. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être pas tous les noter, ça va être un peu trop long. Si ça intéresse les gens, je pourrais toujours vous envoyer un mail, je vous transmettrai tout ça. Donc, on peut soit drainer le qi, faire circuler le qi, clarifier la chaleur quand il y a un excès de chaleur. Quand la congestion de qi a produit des glaires, on va transformer les glaires. Sinon, pour la constitution, on va nourrir les reins et le foie, donc au niveau de déficience de yin des reins et du foie, ou nourrir le sang, c'est plutôt au niveau du foie et du cœur.
On peut aussi calmer l'esprit, donc tout simplement voilà, inhiber l'esprit, on va dire, et le calmer, quoi. Ça, c'est des plantes souvent qui, enfin, justement, ce sont souvent pas des plantes, mais plutôt des minéraux ou des cornes, des os, des choses comme ça, des choses assez lourdes qui vont justement aplatir un peu, inhiber l'esprit. Ok. Donc par exemple, pour l'insomnie, souvent on a deux types de plantes différentes, celles qui vont inhiber et calmer l'esprit, ou celles qui vont nourrir le sang du cœur pour voilà, réguler l'esprit et alimenter l'esprit. Mais comment choisir à ce moment-là? Ça va dépendre de la personne. Il faut voir, faut poser un diagnostic et il faut voir en fonction de la personne. Ah oui. Okay. Oui, par soi-même, on ne sait pas ce qu'il faut prendre. Il faut éviter. Moi, Ou alors il faut suivre mon stage. Je ne sais pas, mais c'est Je vais la suivre. général. Oui. Ok. Ensuite, au niveau de l'acupuncture, on va plutôt travailler sur le cœur, sur le foie, ou les organes qui sont associés, par exemple le péricarde associé au cœur, vésicule biliaire associé au foie. Voilà, après le Rogu, ça va être plutôt pour clarifier la chaleur. Danjong, c'est plutôt pour faire drainer le qi, etc. Shenting, c'est plutôt pour calmer l'esprit. Donc on a des correspondances aussi. Après, il faudra travailler sur l'ensemble du corps. Donc si on a des glaires, on va utiliser plutôt ça, ça, ça. Si on a de la chaleur, plutôt ça ou ça. Si c'est un problème plutôt d'ici ou là, ça va être au cas par cas. Ça dure combien de temps une consultation pour Une- vous occuper comme ça de tout? Alors, ça va dépendre de ce dont on a besoin. Si c'est juste, je travaille beaucoup avec les plantes, donc si c'est juste une décoction de plantes, ça peut être très rapide. Hein, ça peut être en une demi-heure, 45 minutes pour la première et même 20 minutes, une demi-heure pour les autres. Si c'est de l'acupuncture, ça va plutôt être une heure en général, une séance. Et parfois, on fait des aiguilles devant, derrière, on fait des ventouses, on fait plein de choses. Donc là, ça peut même durer parce qu'une heure et demie, 2 heures, ça peut arriver comme ça aussi. C'est assez long. Hein. Et les ventouses, vous les faites dans quel cas? Alors les ventouses, ça peut servir par exemple pour tout ce qui est les douleurs. Donc ça permet de faire circuler le qi et le sang. Donc par exemple dans le dos, souvent parce qu'on arrive bien à les mettre dans le dos. On peut utiliser souvent ça. Après, j'aime bien les utiliser par exemple pour les cas de stress où on a les trapèzes tendus. Et voilà, les gens qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, qui ont du stress au travail et qui sont contractés comme ça. Ça fait des douleurs dans les trapèzes, dans la nuque. Là, j'utilise beaucoup les ventouses. Hein. Ça permet de dégager assez vite. En général, on le sent directement après la séance. Donc directement après avoir enlevé les ventouses. C'est assez rapide. Alors ensuite au niveau de la psychothérapie chinoise, je vous ai mis quelques exemples. En fait c'est une théorie qui vient du Huang Dinejing, du classique de l'empereur jaune, qui est de vaincre les émotions par les émotions. Sachant que je vous avais dit tout à l'heure que les émotions sont liées à des mouvements, donc par exemple la joie qui va vers l'extérieur, la colère qui va monter. Donc on va avoir par exemple la colère vint la pensée, c'est-à-dire que quand la pensée, on a des ruminations, un excès de pensée, la colère va permettre de décongestionner, de débloquer. Donc on peut utiliser une émotion pour régler un excès d'une autre émotion. Ça, ce sont des... alors, si vous êtes intéressé par ça, j'ai traduit des cas cliniques très anciens, qui datent de 1500-2000 ans, de médecine chinoise, où ils ont utilisé ces méthodes-là de psychothérapie chinoise. C'est des petites histoires très rigolotes, donc vous pouvez aller voir sur le site. Voilà, j'ai traduit un texte là-dessus. Et on voit des exemples. Donc comment on peut, avec une émotion, réguler une autre émotion. Ouais. Maintenant, on reste à voir quelle est l'application actuelle de ces théories-là. Donc c'est là où je vous parlais tout à l'heure, le fait d'essayer de mélanger la psychologie moderne occidentale et les théories de la médecine chinoise. Donc ça, c'est ce que je compte faire dans le futur. Après, d'autres méthodes pour réguler le taiji, le qigong, la méditation, tout ça, ça va permettre de calmer l'esprit, de drainer le qi du foie, et voilà. L'exercice en général. Sophrologie, yoga. Sophrologie, on travaille aussi sur les poumons, la respiration et donc la circulation du qi. Voilà.
Merci. Merci. Oui. Le livre, Merci à tous d'avoir écouté. On va passer aux questions. le livre tout de de suite. Norman Peale, votre pensée peut tout rejoindre un petit peu ce dernier paragraphe. Pardon? Le livre de Norman Peale, Ah, je ne connais pas le livre de Norman Peale. qui a écrit Mais je vais le noter. Votre pensée peut tout. Notre pensée peut tout. Correspond un peu au dernier paragraphe, Ok, à la psychothérapie. d'accord. Norman Peale. Est-ce qu'il y a des questions? Il est déjà un peu tard, donc ceux qui veulent partir peuvent partir. C'est autorisé. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Oui? Non? Oui, je vous écoute. Par rapport au classique de l'empereur, alors jaune, Oui. jaune, je ne sais pas. Jaune, jaune, la couleur jaune. Est-ce que c'est accessible en fait à des novices? Est-ce que c'est un monstre qui, par exemple, je ne sais pas, diplôme et... Non, je ne préconiserais pas de commencer par le classique de l'Empereur jaune. C'est quand même un livre très ancien, c'est un livre qui date d'à peu près Jésus-Christ, hein, donc il y a 2000 ans. Et c'est très imagé, c'est assez difficile d'accès. Je ne préconiserais pas pour commencer à apprendre des choses sur la médecine chinoise. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur la médecine chinoise et d'y entrer en douceur, alors je connais un livre mais je ne me rappelle pas du nom. Envoyez-moi un mail, je vous donnerai les références. Voilà. Et qui était cet empereur jaune? L'empereur jaune, c'est un empereur fictif. Et en fait, on a utilisé son nom. En fait, ce livre est basé sur des questions que l'empereur jaune, qui est un empereur donc fictif, des temps très très anciens, donc de 5000 ans avant Jésus-Christ, donc c'était déjà l'époque très ancienne pour il y a 2000 ans. Et donc cet empereur jaune posait des questions à ses médecins ou ses conseillers sur le corps et sur l'acupuncture, sur des choses comme ça. Et la copie de l'empereur jaune. Voilà, classique de l'empereur jaune. Mais l'empereur jaune n'a pas existé. C'est juste qu'on a utilisé ce nom pour mettre un dialogue en place et pour pouvoir... Voilà, c'est ça le principe en fait. Est-ce qu'il a même été traduit cet ouvrage en français? Ah oui, il a été traduit de nombreuses fois, mais je ne connais pas de bonne traduction en français. Je sais qu'il y a des bonnes traductions en anglais, mais en français, je n'en connais pas pour l'instant. Pourquoi ils ont choisi le jaune? C'est le nom en fait d'un empereur jaune qui aurait existé théoriquement dans ces temps immémoriaux, mais qui n'a pas vraiment existé en fait. C'est juste voilà, c'est le nom de l'empereur. Il n'y avait pas de raison pour avoir choisi la couleur jaune. Non, c'est dans la culture. C'est pas comment dire, ce ne sont pas les personnes qui ont écrit le classique de l'empereur jaune qui ont inventé l'empereur jaune. Hein. C'est un personnage qui existait déjà dans la culture chinoise et ils ont juste utilisé cette voilà, comme on pourrait utiliser, je sais pas, Arthur, voilà. Et, Donc c'est un peu indéfini, quoi. L'empereur jaune, il est un peu indéfini. Oui, c'est ça. Il existait en tant qu'empereur, mais on ne le définit pas. Mais il n'existait pas vraiment, c'est un personnage de fiction. Hein, voilà, c'est ça. Oui, en tant que mythe, en tant que légende, hein, c'est ça. C'est, Alors, j'ai une question par rapport Oui. à la clarification du poumon. Oui. Si ça fait partie de la première conférence laquelle je passe, Non. C'est une fonction du poumon, alors qu'on retrouve par exemple au niveau du canal d'eau. C'est-à-dire que le poumon, il va réguler et débloquer le canal d'eau, c'est une de ses fonctions. Et ça, c'est au niveau de la transformation des liquides, au niveau de la transformation de l'eau. Alors par exemple, pour des problèmes comme des œdèmes, ça peut être lié à une mauvaise fonction du poumon. Donc par exemple, le qi du poumon ne circule pas bien, il n'arrive pas à clarifier, c'est-à-dire purifier, nettoyer en fait, c'est ça l'idée de clarifier, purifier, nettoyer le canal d'eau, et donc le canal d'eau est bloqué, et on peut avoir des œdèmes, rétention d'eau, ou des choses comme ça. Voilà. Donc on peut travailler pour des œdèmes, on peut travailler sur le poumon en médecine chinoise. C'est quand même compliqué. C'est vrai, je peux pas savoir sinon je suis mal. Oui, je vous écoute. Ma question par rapport la nouvelle par rapport au cancer. Oui. Le fait de rebondir et d'avoir une pensée positive. Oui. Après, on ne dit pas que c'est dans la vie en général qu'il faut toujours avoir cette pensée positive
par rapport à, Oui, bien à sûr. ce qui vient. Mm. Par exemple, le fait de passer un examen et de se dire bah, je réussis. Le fait de parler aussi au présent. Oui, ben, c'est quelque chose de plutôt bien aussi, de plutôt... Non, par rapport justement aux émotions, comme dit, vu que c'est lié à la pensée. J'ai pas trop compris la question en fait. C'était juste une réflexion, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Oui, oui. Ok, ça marche. Ça marche. Oui, oui. Et après, j'avais juste aussi une question par rapport aussi au lien, quand on parle des différents éléments, par rapport au feu, à la terre et enfin, aux 4 éléments. Ça peut être aussi en lien avec aussi les signes astrologiques. Les signes astrologiques, alors ça je connais pas vraiment, ça c'est plutôt des notions d'astrologie, voilà, ce sont des notions que j'utilise pas. Par rapport au tempérament, à un moment vous parlez de l'eau, et faire des références justement aux poissons. Oui, alors il y a beaucoup de recherches qui sont faites, surtout en Occident, pour montrer différentes personnalités liées au mouvement, aux éléments. Donc par exemple les personnalités bois, les personnalités feu, alors ça c'est quelque chose dont les Occidentaux raffolent, donc ils font plein de choses là-dessus. En Chine, j'ai pas trop vu de choses comme ça, on s'intéresse pas trop à ça, mais voilà, c'est une manière un point de vue pour essayer de comprendre les choses. Et comme je dis, le yin et le yang et les 5 mouvements ou les 5 éléments sont juste des outils qui nous permettent de comprendre le monde, donc on peut comprendre énormément de choses à travers ça en fait. Donc pourquoi pas les personnalités, un type de personnalité différent. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, bien sûr, ouais. En feng shui, on est en plein dedans là. On a parlé d'organes principaux. Est-ce que les organes dont on n'a pas parlé, type intestin, vessie, sont reliés à d'autres organes? Oui, c'est ça, il y a des couples d'organes en fait. Alors je vais vous les noter assez vite. Alors le cœur, c'est lié à l'intestin grêle. Le poumon, il est lié au gros intestin. La rate est liée à l'estomac. On a quoi encore? On a le foie. Le foie, c'est la vésicule biliaire est liée, et les reins, la vessie. Ok. Sachant que ce qu'on appelle les organes fous, ou alors les viscères, en médecine chinoise, ce sont plutôt juste quelque chose de matériel, des contenants en fait. Des contenants qui vont contenir soit les aliments, soit l'eau, soit la bile. Et leurs fonctions vont être régulées par les organes. Donc on travaille en général pas directement sur les organes fous, mais sur les organes. Ouais. Est-ce que ça peut servir de diagnostic? Oui, par contre, ça peut aider. Oui. Ça peut aider par contre, oui, par exemple pour les méridiens, en acupuncture on les utilise beaucoup. Donc comme il y a un méridien attaché à chaque organe sang ou organe fou, là on va être dans ce système-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors merci beaucoup d'avoir été aussi attentif et de toutes vos questions. J'ai laissé des cartes de visite pour ceux que ça intéresse. Vous avez aussi le site internet en première page, l'adresse, où il y a beaucoup d'informations sur la médecine chinoise en général, pour mon parcours et ce que je fais. Cette conférence va être mise aussi sur internet comme la première. Donc pour ceux qui auraient envie de voir la première parce qu'on en a parlé, voilà, tout est sur internet. Ouais. Merci. Voilà, merci beaucoup.